Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles qui ont conquis le monde avant même de savoir parler. Connues pour leur rôle iconique de Michel Tanet dans La Fête à la maison, elles sont devenues bien plus que des enfants stars. Elles étaient une marque, un empire, un phénomène mondial. Mais derrière les sourires à l'écran, les vêtements griffés et les millions de dollars, se cache une réalité bien plus sombre. Une enfance volée, des pressions écrasantes et une vie sous le regard impitoyable des médias. Dans cette vidéo, on va explorer leur ascension fulgurante, les défis qu'elles ont affrontés et comment elles ont choisi de se réinventer loin des projecteurs. Alors, attachez vos ceintures, prenez un café et partons ensemble dans cette histoire captivante. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Une célébrité précoce et un empire bâti sur des bébés. Imaginez être célèbre avant même de savoir marcher. C'est exactement ce qui est arrivé à Mary-Kate et Ashley Olsen. À seulement 6 mois, elles sont propulsées sous les feux des projecteurs, castées pour jouer Michel Tanet dans La Fête à la maison, une sitcom qui allait devenir un phénomène mondial. Leur mère, Jarnette, les avait emmenées à une audition ouverte, presque par hasard, sans imaginer que ce choix changerait leur vie à jamais. Jeff Franklin, le créateur de la série, a été immédiatement séduit par leur calme face à des inconnus, une qualité rare pour des bébés. À 9 mois, elle partageait déjà le rôle de Michel, alternant les scènes pour respecter les lois californiennes strictes sur le travail des enfants. Pendant que l'une tournait, l'autre faisait la sieste, et ainsi de suite. Michel Tanet est rapidement devenu un personnage adoré, avec des répliques cultes comme « Tu l'as dit, Buffy », qui ont marqué toute une génération. Mais cette célébrité n'avait rien d'un conte de fées. Dès leur plus jeune âge, les jumelles étaient bien plus qu'un duo d'actrices. Elles étaient une marque. À 3 ans, leurs parents engagent Robert Thorne comme manager, qui fonde Dual Star Entertainment, une société entièrement dédiée à l'exploitation de leur image. À travers Dual Star, Mary-Kate et Ashley deviennent des magnates des médias avant même de savoir lire. Films, musique, vêtements, poupées, livres, maquillage, calendrier, tout ce qui pouvait porter leur nom était vendu. À 6 ans, elles étaient les plus jeunes productrices d'Hollywood. À 10 ans, elles étaient millionnaires. Leur empire s'étendait à une vitesse fulgurante. Mais à quel prix? Leur enfance était sacrifiée sur l'autel de la célébrité. Pas de récréation insouciante, pas de moments simples entre amis. Leur vie était un tourbillon de plateaux de tournage, de réunions d'affaires et de contrats. Des années plus tard, Mary-Kate confiera dans une interview à Marie-Claire en 2010 « Je ne souhaiterais mon enfance à personne ». Elle parlait de ces années où elle se sentait comme un petit singe dressé, programmé pour performer, sourire et vendre. Ashley, de son côté, expliquait combien elles étaient impliquées dans chaque détail de leur empire, non par passion, mais par nécessité. Plus tu en sais, plus tu veux tout contrôler, disait-elle. Cette connaissance n'était pas celle d'une maturité choisie, mais d'une survie forcée. Leur notoriété ne s'est pas arrêtée avec La Fête à la maison. Après la fin de la série en 1995, elles enchaînent les films directement sortis en vidéo. Chez Mamie, on s'amuse. Double, Toile and Trouble, L'Ouest en folie. Chaque projet renforçait leur image de duo inséparable, mais derrière les sourires à l'écran, une autre réalité se dessinait. Leur vie privée était inexistante, leurs visages omniprésents, mais leur voix rarement entendue. Cette période marque aussi un bouleversement personnel, le divorce de leurs parents Dave et Jarnette Olsen en 1996. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage, mais une fracture dans leur monde déjà fragile. Dave, qui gérait une partie de leur carrière, s'était rapproché d'une autre femme, Mackenzie, qu'il épouse un mois seulement après le divorce. Pour des fillettes de 9 ans, ce remariage éclair était dévastateur. Ashley refuse d'assister au mariage, restant avec sa mère, tandis que Mary-Kate y va, révélant une tension subtile mais palpable dans la famille. En public, Dave minimisait l'impact. Les filles vont bien, mais la réalité était bien différente. Les jumelles jonglaient entre des emplois du temps surchargés et un foyer brisé, apprenant bien trop tôt que la célébrité ne protège pas les blessures émotionnelles. Les années adolescentes et la pression des médias. L'adolescence est une période compliquée pour tout le monde, mais pour Mary-Kate et Ashley, elle était vécue sous un microscope. Après La Fête à la maison, leur carrière ne ralentit pas, au contraire, elle s'intensifia. Les jumelles enchaînaient les projets, des films aux lignes de vêtements vendus chez Walmart, destinés aux préadolescents. Leur marque Dual Star dominait le marché, avec des produits allant des poupées aux lecteurs CD en passant par des téléphones à leur effigie. Mais cette omniprésence avait un coût. Leur vie était orchestrée, leur choix limité. Elles manquaient les balles de promo pour présenter Saturday Night Live, tourner des films pendant que leurs camarades révisaient pour leurs examens. Leur adolescence n'était pas la leur, elle appartenait à leur public et à leur empire.
Le divorce de leurs parents avait déjà fragilisé leur monde, mais les médias n'ont fait qu'amplifier cette instabilité. Les tabloïds se nourrissaient de chaque détail de leur vie, transformant des moments privés en scandales publics. En 2004, alors qu'elles atteignaient leurs 18 ans, la pression médiatique atteint un sommet malsain. Des sites Internet lançaient des comptes à rebours jusqu'à leur majorité, comme si leur passage à l'âge adulte était un événement à consommer. L'implication était claire et troublante, le monde attendait de pouvoir les objectifier légalement. Ashley se souvient, dans une interview, avoir pleuré de manière hystérique face à des photos d'elle en maillot de bain publiées par des tabloïds alors qu'elle n'avait que 16 ans. « Mon pire cauchemar ?» disait-elle. Même des journalistes réputés franchissaient les limites. Lors d'une interview, Connie Chung a demandé à Ashley, alors adolescente, si elle était vierge. « C'est personnel », a répondu Ashley, choquée. Pourquoi poser une telle question à une enfant? Cette intrusion constante n'était pas seulement intrusive, elle était destructrice. Les jumelles n'étaient pas vues comme des adolescentes, mais comme des produits à disséquer. Leur apparence, leurs relations, leurs moindres gestes étaient scrutés. Spencer Pratt, un ancien camarade de lycée, a vendu une photo de Mary-Kate buvant à une soirée pour $50 000, transformant un moment privé en profit public. Plus tard, il a publiquement qualifié de « troll » et de « jumelle la moins jolie » sur le plateau de David Letterman. Ces trahisons, petites et grandes, s'accumulaient, renforçant leur méfiance envers le monde extérieur. Malgré tout, les jumelles tentaient de trouver un semblant de normalité. En 2004, elles s'inscrivent à la Gallatin School of Individualist Study de l'Université de New York, NYU, espérant échapper à la machine hollywoodienne. L'université représentait une promesse de liberté, pouvoir aller en cours en jogging, se fondre dans la foule, redevenir anonyme. Elles installent des bureaux à Manhattan, achètent un pantouse de 7,3 millions de dollars dans le West Village et se préparent à jongler entre leurs études et la gestion de Dual Star. Mais cette liberté était une illusion. Même à NYU, elles étaient suivies. Des camarades vendaient des histoires aux tabloïds, prenaient des photos en cachette. Mary-Kate commence à sécher les cours dès le premier semestre, submergée par la pression. Les rumeurs de rechute circulent, alimentées par des médias avides de scandales. L'université, qui devait être un refuge, devient une nouvelle scène de chasse. Les luttes silencieuses pour la santé. Derrière leur image glamour, leurs lunettes de soleil oversize et leur tenue de créateur, Mary-Kate et Ashley portaient des fardeaux invisibles. Leur apparence, toujours menue, était une obsession médiatique dans les années 2000, mais ce que le public voyait n'était que la surface d'une vérité bien plus douloureuse. En 2004, à seulement 18 ans, Mary-Kate entre en centre de réhabilitation pour soigner une anorexie mentale. Selon People, sa famille et ses proches étaient au courant de ses luttes depuis un certain temps. Son père et son thérapeute avaient organisé une intervention avant sa majorité pour s'assurer qu'elle reçoive de l'aide. Ils ne voulaient pas la retrouver morte par terre, confiait une source proche. Son représentant, Michael Pagnotta, déclarait « C'est un combat que Mary-Kate a décidé de mener et elle le gagnera ». Mais ce combat était loin d'être simple et les médias ne lui laissaient aucun répit. Quelques mois après sa sortie de cure, Mary-Kate et Ashley apparaissent dans The Oprah Winfrey Show. Au lieu d'offrir de l'empathie, Oprah les confronte directement aux rumeurs d'anorexie, leur demandant quelle taille de vêtements elle porte. Ashley esquive, Mary-Kate reste silencieuse, visiblement mal à l'aise. Ce moment illustre cruellement comment la maladie d'une célébrité est transformée en spectacle. Dans une interview à elle en 2008, Mary-Kate se confie avec une rare sincérité. Le plus dur, c'est de demander de l'aide et d'être honnête avec soi-même. Elle explique combien il était facile de cacher sa souffrance, même sur les plateaux de tournage. Lors du tournage de Une journée à New York en 2004, ni le réalisateur ni les acteurs n'avaient rien remarqué. Cette capacité à maintenir une façade fonctionnelle rendait leur douleur encore plus tragique. Pendant que Mary-Kate luttait publiquement, Ashley affrontait une bataille silencieuse. En 2014, elle est diagnostiquée avec la maladie de Lyme à un stade avancé, une infection bactérienne transmise par une tique. Les symptômes fatigue chronique, douleurs articulaires, maux de tête, troubles neurologiques ont commencé à perturber sa vie quotidienne. Selon des sources proches, Ashley semblait épuisée, parfois irritable, et son apparence changeait visiblement. Cette maladie, souvent mal diagnostiquée, peut laisser des séquelles durables si elle n'est pas traitée à temps. Contrairement à Mary-Kate, Ashley choisit de ne jamais parler publiquement de son diagnostic, préférant le silence à la médiatisation. Mais son absence des événements publics et ses changements physiques parlaient pour elle. Les médias, eux, ne faisaient pas de distinction entre potin et vérité.
La maladie de Mary-Kate était réduite à des gros titres sensationnalistes. Anorexie, addiction, effondrement. Même des publications respectées participaient à cette frénésie, brouillant la ligne entre inquiétude sincère et voyeurisme. Pour Ashley, le silence autour de sa maladie de Lyme était à la fois un choix et une nécessité. Parler aurait signifié alimenter la machine médiatique qu'elle cherchait à fuir. Ces luttes, bien que différentes, révélaient une vérité commune. La célébrité n'offre aucun bouclier contre la souffrance. Au contraire, elle l'amplifie, transformant chaque épreuve en spectacle. La réinvention dans la mode et la quête d'intimité. Après des années à être des produits hollywoodiens, Mary-Kate et Ashley ont choisi de se réinventer. En 2004, après l'échec critique et commercial d'une journée à New York, elle tourne la page du cinéma. Ashley se retire presque entièrement, n'acceptant qu'un rôle mineur dans The Gere Theory en 2008. Mary-Kate explore des projets plus indépendants, comme Factory Girl ou Weeds, mais en 2012, elle quitte définitivement Hollywood. Ce départ n'était pas une capitulation, mais un choix délibéré de reprendre le contrôle de leur vie. Elles se tournent vers la mode, un domaine où elles pouvaient exprimer leur créativité sans être sous les projecteurs. En 2006, elles lancent Zero, une marque de luxe axée sur des designs minimalistes et intemporels. Contrairement à leur ligne précédente chez Walmart, Zero visait une clientèle sophistiquée, avec des pièces vendues à des milliers de dollars. La marque devient rapidement un succès, saluée par la critique et portée par des célébrités. En 2015, elle remporte le prix du Designer de l'année par le Council of Fashion Designers of America, CFDA. Ce triomphe marque leur transition d'enfant star à créatrice respectée, prouvant qu'elles étaient bien plus que l'image que Hollywood avait forgée. Mais même dans la mode, leur passé les rattrapait. Les médias continuaient de scruter leurs apparences, leurs choix, leur vie personnelle. Leurs liens, autrefois indissociables, commencent à évoluer. À l'âge adulte, Mary-Kate et Ashley prennent des chemins différents, non pas par conflit, mais par nécessité de se découvrir en tant qu'individu. Ashley se concentre sur Zero et une vie discrète, tandis que Mary-Kate explore d'autres projets créatifs. Leur jeune sœur, Elizabeth Olsen, devient une star mondiale grâce à son rôle de Wanda Maximoff dans Avengers. Ce succès, bien que célébré par les jumelles, souligne le contraste entre leur carrière imposée et le parcours choisi par Elizabeth. Leur vie amoureuse, bien que privée, n'échappe pas aux tabloïds. En 2012, Mary-Kate entame une relation avec Olivier Sarkozy, demi-frère de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Leur mariage en 2015 est discret, mais les médias s'en emparent, critiquant leurs différences d'âge. Ashley, plus réservée, garde ses relations loin des projecteurs. Ses choix personnels reflètent leur quête d'intimité dans un monde qui ne leur a jamais accordé ce luxe. En quittant Hollywood, en bâtissant Zero, en vivant séparément, elles ont affirmé leur droit à exister en dehors de l'image des jumelles Olsen. Une résilience face à l'adversité. L'histoire des jumelles Olsen n'est pas seulement celle d'une célébrité précoce ou d'un empire commercial. C'est une histoire de résilience, de survie face à des pressions inimaginables. Depuis leur naissance, elles ont été scrutées, vendues, jugées. Leur enfance a été volée par des contrats, leur adolescence déformée par les tabloïds, leur santé mise à rude épreuve. Pourtant, elles sont toujours là, debout, à leurs conditions. Leur décision de se retirer des projecteurs n'était pas un abandon, mais une rébellion tranquille. En choisissant la mode, elles ont trouvé un espace où elles pouvaient être créatives sans être exposées. Zero n'est pas seulement une marque, c'est un symbole de leur capacité à se réinventer. Leur lien, bien que transformé, reste solide. Elles ne partagent plus de maisons ou de projets quotidiens, mais leur connexion, forgée dans les tempêtes d'Hollywood, est indéfectible. Leur histoire nous pousse à réfléchir. À quel prix vient la célébrité? Pour Mary-Kate et Ashley, le coût a été immense, une enfance perdue, une santé fragilisée, une vie privée constamment violée. Mais leur victoire est tout aussi grande. Elles ont survécu, non pas en restant sous les projecteurs, mais en choisissant quand et comment y échapper. Aujourd'hui, elles vivent loin des flashs, concentrées sur leur marque, leur passion et leur bien-être. Leur parcours est une leçon de force, un rappel que derrière chaque icône se cache une histoire humaine, faite de lutte et de triomphe. L'impact culturel des jumelles Olsen. Les jumelles Olsen ne sont pas seulement des icônes de la télévision ou de la mode. Elles ont redéfini ce que signifie être une enfant star dans l'ère moderne. Leur présence a marqué toute une génération, et leur influence culturelle s'étend bien au-delà des écrans de télévision ou des rayons de Walmart. Dans cette partie, nous allons explorer comment Mary-Kate et Ashley Olsen ont façonné la pop culture, influencé les tendances et laissé une empreinte indélébile sur les années 90 et 2000, tout en payant le prix de cette omniprésence.
Dans les années 90, les jumelles Olsen étaient partout. Leur rôle de Michel Tanet dans La Fête à la maison a fait d'elles des figures familières dans des millions de foyers. Mais ce qui les a distinguées, c'est leur transformation en marque mondiale. À une époque où le marketing ciblant les préadolescents était encore naissant, Dual Star Entertainment a exploité leur image pour créer un empire commercial qui anticipait les stratégies modernes de branding. Leurs films, comme Les Jumelles s'en mêlent ou Une journée à New York, étaient conçus pour captiver un public jeune, principalement féminin, qui s'identifiait à leurs personnages pétillants et indépendants. Ces films, bien qu'ils ne soient pas des chefs-d'œuvre cinématographiques, offraient une vision d'autonomie et d'aventure qui résonnait avec les adolescents de l'époque. Les jumelles incarnaient un idéal, des filles qui semblaient tout avoir beauté, succès, liberté, tout en restant accessibles. Leur influence ne s'arrêtait pas au cinéma. Leur ligne de vêtements chez Walmart, lancée dans les années 90, a démocratisé la mode pour les jeunes filles. À une époque où les grandes marques de mode n'avaient pas encore pleinement investi le marché des adolescentes, les jumelles Olsen proposaient des vêtements abordables, colorés et tendances, permettant à des millions de fans de s'habiller comme les Olsen. Ces collections, bien que critiquées aujourd'hui pour leur qualité, ont posé les bases de ce que deviendra plus tard leur marque de luxe, Zero. Elles ont également été parmi les premières à comprendre l'importance des produits dérivés. Des poupées à leur effigie au calendrier, en passant par des jeux vidéo et des parfums, tout ce qu'elles touchaient se transformait en or. Selon un article de Forbes de l'époque, Dual Star générait des centaines de millions de dollars par an, faisant des jumelles les adolescentes les plus riches d'Hollywood. Mais cette omniprésence avait un revers. Les jumelles Olsen ont grandi dans une culture médiatique qui les a à la fois idéalisées et objectifiées. Leur image de « fille parfaite » était soigneusement construite, mais elle masquait la réalité de leur vie. Les tabloïds des années 2000 se sont acharnés sur elles, transformant chaque faux pas en scandale. Leur style vestimentaire, souvent qualifié de bohème chic, est devenu un phénomène en soi, mais il était aussi scruté sans relâche. Les paparazzi traquaient leurs tenues oversize, leurs lunettes de soleil géantes et leurs sacs de créateurs, créant un paradoxe. Les jumelles étaient à la fois des icônes de mode et des cibles de moquerie. Ce style, qu'elles ont perfectionné dans les années 2000, a inspiré des générations de fashionistas, mais il a aussi alimenté une fascination malsaine pour leur apparence physique. Leur impact culturel s'étend également à la manière dont elles ont redéfini le concept de jumelles dans la culture pop. Avant elles, les jumeaux célèbres étaient rares, mais Mary-Kate et Ashley ont fait de leur gémellité une marque de fabrique. Leur image de duo inséparable a captivé le public, mais elle a aussi créé une pression pour qu'elles restent toujours ensemble, toujours similaires. Cette attente a pesé lourd sur leur identité individuelle, comme elles l'ont confié dans des interviews ultérieures. En choisissant de se séparer professionnellement et personnellement à l'âge adulte, elles ont défié cette image, montrant que même les jumelles les plus célèbres pouvaient être des individus distincts. Enfin, leur influence est étendue à la manière dont les enfants stars sont perçus aujourd'hui. Leur parcours a mis en lumière les dangers d'une célébrité précoce, inspirant des débats sur les lois du travail des enfants dans l'industrie du divertissement. Leur histoire a également ouvert la voie à des discussions sur la santé mentale et la pression médiatique, des sujets qui restent d'actualité. En somme, les jumelles Olsen ont été bien plus que des actrices ou des entrepreneuses. Elles ont été des pionnières, redéfinissant ce que signifie grandir sous les projecteurs. Une vie personnelle sous haute tension. Si leur carrière publique a été scrutée dans les moindres détails, la vie personnelle de Mary-Kate et Ashley Olsen a été tout aussi mouvementée, bien que protégée par des murs qu'elles ont soigneusement érigés. Dans cette partie, nous allons plonger dans leurs relations amoureuses, leur famille et les défis qu'elles ont affrontés pour préserver une intimité dans un monde qui ne leur en accordait aucune. Leur quête d'une vie, normale, a été un combat constant, marqué par des relations médiatisées, des choix audacieux et des moments de vulnérabilité. L'une des relations les plus médiatisées de Mary-Kate a été celle avec Olivier Sarkozy, banquier français et demi-frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Leur romance, débutée en 2012, a surpris le public en raison de leur différence d'âge, 17 ans les séparait. Lorsqu'ils se marient en 2015, dans une cérémonie intime à New York, les tabloïds s'en donnent à cœur joie, critiquant tout, de leur différence d'âge à leur style de vie. Mary-Kate, fidèle à son habitude, reste discrète, mais des photos volées de leur vie quotidienne alimentent les spéculations. Leur mariage, bien que stable pendant plusieurs années, prend fin en 2020, lorsque Mary-Kate demande le divorce. Ce moment, bien que privé, devient un spectacle médiatique, avec des articles disséquant les raisons de leur séparation, allant de divergences professionnelles à des différences de priorités personnelles. Ashley, quant à elle, a toujours été plus réservée sur sa vie amoureuse. Bien que liée à plusieurs personnalités, comme l'artiste Louis Esner, qu'elle épouse en 2022,
elle a réussi à garder ses relations loin des projecteurs. Cette discrétion reflète son désir de protéger son intimité, un luxe que la célébrité lui a rarement offert. Contrairement à Mary-Kate, dont les relations ont souvent été exposées, Ashley a cultivé une aura de mystère, refusant de commenter sa vie personnelle dans les médias. Ce contraste entre les deux sœurs illustre leurs approches différentes face à la célébrité. Mary-Kate, plus exposée, semble accepter une certaine visibilité, tandis qu'Ashley préfère l'ombre. Leur vie familiale a également été marquée par des bouleversements. Le divorce de leurs parents en 1996 a laissé des cicatrices durables, mais il a aussi renforcé leur lien avec leur mère, Janet, qui est restée une figure centrale dans leur vie. Leur relation avec leur père, Dave, a été plus complexe, marquée par des tensions après son remariage rapide avec Mackenzie. Ces dynamiques familiales ont influencé leur manière de naviguer dans leur vie adulte, cherchant un équilibre entre indépendance et liens familiaux. Leur jeune sœur, Elizabeth Olsen, a également joué un rôle important. Bien que fière de son succès, Mary-Kate et Ashley ont pris leur distance avec Hollywood, laissant Elizabeth porter le flambeau de la famille dans l'industrie du cinéma. Leur quête d'intimité s'est également traduite par des choix de vie audacieux. Après avoir abandonné leurs études à NYU, elles se sont installées à New York, loin du chaos d'Hollywood. Leur pentouse dans le West Village, achetée pour 7,3 millions de dollars, était censée être un havre de paix. Mais même là, les paparazzi les suivaient. Elles ont appris à vivre avec cette surveillance constante, adoptant des stratégies pour protéger leur vie privée, comme porter des vêtements oversize pour se fondre dans la foule ou éviter les réseaux sociaux. Contrairement à de nombreuses célébrités modernes, les jumelles Olsen n'ont jamais eu de compte Instagram ou Twitter public, une décision radicale qui reflète leur rejet de l'exposition médiatique. Ces choix ne les ont pas protégées des spéculations. Les tabloïds ont souvent inventé des histoires de rivalité entre elles, suggérant que leur séparation professionnelle était le signe d'une fracture personnelle. Pourtant, les jumelles ont toujours affirmé leur proximité, même si elles vivent désormais des vies distinctes. Leur lien, forgé dans les épreuves de l'enfance, reste une ancre dans un monde instable. Leur histoire personnelle est celle d'une lutte pour se réapproprier leur identité, non pas comme des jumelles stars, mais comme des femmes cherchant à vivre selon leurs propres termes. La révolution de The Row et leur domination dans la mode. En quittant Hollywood, Mary-Kate et Ashley Olsen ont fait un pari audacieux, transformer leur image d'enfant star en celle de créatrices de mode respectées. Leur marque The Row, lancée en 2006, a marqué un tournant dans leur carrière, prouvant qu'elles étaient bien plus que des actrices. Dans cette partie, nous allons explorer comment elles ont conquis l'industrie de la mode, défiant les attentes et redéfinissant leur héritage. The Row n'était pas une simple tentative de reconversion. Les jumelles, alors âgées de 20 ans, ont créé une marque axée sur le minimalisme, la qualité et l'élégance intemporelle, en opposition totale à leur ligne de vêtements grand public des années 90. Inspirées par leur propre style, des silhouettes épurées, des matières luxueuses, des coupes parfaites, elles ont visé une clientèle haut de gamme, avec des pièces vendues à des prix exorbitants. Un sac à main de The Row pouvait coûter 5 000 $, une veste 10 000 $. Ce choix audacieux a surpris les observateurs, qui doutaient que des enfants stars puissent réussir dans un domaine aussi compétitif. Pourtant, The Row a rapidement gagné le respect de l'industrie. En 2012, la marque remporte le prix du designer de l'année pour la mode féminine du CFDA, suivi d'un autre en 2015 pour la mode masculine. Ce succès n'était pas un hasard. Les jumelles ont appliqué la discipline et la vision qu'elles avaient développées dès l'enfance à Dual Star. Elles supervisaient chaque détail, des tissus aux coupes, travaillant avec des artisans de renom et s'entourant d'experts de la mode. Leur approche en contrastait avec leur image d'anciennes actrices, prouvant leur sérieux et leur talent. Leur style personnel a également influencé The Row. Leur look bohème chic des années 2000, couches de vêtements amples, écharpes oversize, lunettes de soleil XXL, a inspiré les collections de la marque, qui privilégient la simplicité et la sophistication. Ce style a redéfini les tendances, influençant des designers et des célébrités du monde entier. Des stars comme Michelle Obama, Kendall Jenner et Rihanna ont été vues portant The Row, consolidant leur statut d'icône de mode. Mais ce succès n'a pas effacé leur passé. Les médias continuaient de les associer à leur image d'enfants stars, minimisant leur réalisation. Les critiques pointaient du doigt les prix élevés de The Row, ignorant la qualité des matériaux et la vision artistique des jumelles. Pourtant, elles ont persévéré, lançant d'autres projets comme Elizabeth & James, une marque plus accessible nommée d'après leurs frères et sœurs. Leur capacité à naviguer dans une industrie impitoyable tout en restant fidèles à leur vision est une preuve de leur résilience. The Row représente également leur quête d'anonymat. Contrairement à de nombreuses marques dirigées par des célébrités, The Row ne repose pas sur leur nom.
Les jumelles apparaissent rarement dans les campagnes publicitaires, préférant laisser les vêtements parler d'eux-mêmes. Cette discrétion reflète leur désir de se détacher de leur passé hollywoodien et de construire un héritage basé sur leur créativité. Leur succès dans la mode est une victoire sur les attentes, une affirmation qu'elles sont bien plus que des jumelles stars. Et voilà, l'histoire des jumelles Olsen, une saga qui mêle gloire, douleur et rédemption. De bébé star à créatrice de mode, Mary-Kate et Ashley ont traversé des épreuves que peu peuvent imaginer. Leur parcours nous rappelle que la célébrité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Derrière les sourires et les millions, il y a des vies humaines, des blessures, mais aussi une incroyable résilience. Alors, qu'en pensez-vous? Que nous apprend leur histoire sur la célébrité, la pression médiatique ou la quête d'identité? Laissez vos réflexions en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires captivantes. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les coulisses d'Hollywood.